Sécurité sociale, le gouvernement va demander un effort exceptionnel à tous les Français pour un programme à étapes. Jean-François Poncet à Berlin, pour la première fois depuis la guerre, un ministre français en Allemagne de l'Est. Collection d'hiver, la mode sortira-t-elle du style rétro? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commencerai par une catastrophe naturelle, la plus grande marée noire que l'on ait jamais connue et dont les conséquences, selon les experts, laisseront des traces pendant des centaines d'années. Il s'agit dans le golfe du Mexique de la fuite du puits de pétrole sous-marin, Ixtox, qui provoque chaque jour depuis déjà un mois et demi le déversement dans la mer de 4500 tonnes de pétrole, c'est-à-dire 4 500 000 litres de pollution quotidienne. Les nappes de marée noire ont déjà atteint la côte mexicaine, notamment à Tuxpan, que vous voyez sur cette carte, et elles menacent aujourd'hui aux États-Unis les côtes du Texas. Ray Adair, spécialiste américain anti-pollution, celui que l'on appelle le pompier volant, estime que les travaux de colmatage du puits endommagé seront très longs, plusieurs mois au moins. Pour tenter d'arrêter l'hémorragie polluante, il faut creuser 2 puits de dérivation qui doivent atteindre une profondeur de 3800 mètres. Le premier puits creusé atteint pour l'instant 1800 mètres et le second puits 700 mètres seulement. C'est dire que le plus gros travail reste à faire. D'ores et déjà, la presse mexicaine commence à préparer l'opinion publique. Elle annonce timidement que les travaux ne seront peut-être pas terminés en décembre. Et l'on comparait récemment le puits Ixtoc 1 à un homme malade que l'on ne pourrait jamais guérir. Les conséquences pour l'environnement, les terrains de reproduction des espèces marines, le tourisme et l'économie sont pour l'instant incalculables. Les États-Unis, inquiets des prolongements que pourrait avoir sur leur propre côte cette gigantesque marée noire, ont dépêché sur les lieux plusieurs spécialistes anti-pollution. À Paris, M. Barr a reçu ce matin M. André Roussinot, député UDF de Meurthe-et-Moselle et président de la commission d'enquête parlementaire sur l'emploi. À l'issue de cet entretien avec le Premier ministre, M. Roussinot a indiqué que le gouvernement n'excluait pas de déposer à l'automne un projet de loi cadre sur le problème de la durée du travail. Si cette hypothèse se confirmait, le vaste débat sur la semaine de 35 heures aurait donc toute chance d'être relancé dès la prochaine session de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a présidé cet après-midi une nouvelle réunion interministérielle sur la sécurité sociale. Cette séance de travail devrait en principe être la dernière à Matignon, avant le Conseil des ministres de mercredi, qui prendra des mesures destinées à résorber le déficit de la sécurité sociale et que met au point M. Jacques Barrot, le nouveau ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le déficit de celle-ci tient essentiellement à un accroissement des dépenses de santé qui sont presque le double de notre croissance économique. Regardez ces courbes, tout le problème de la sécurité sociale est là. En bas, la courbe de production de notre économie, c'est le fameux gâteau qu'il faut se partager. En 10 ans, il a augmenté en francs courants de près de 13% par an. Mais dans le même temps, les dépenses de santé, sans l'hôpital, et c'est la deuxième courbe, augmentaient de plus de 15% par an, alors que les dépenses hospitalières s'envolaient au rythme fou de 22,7% chaque année. Ce taux de croissance extrêmement fort des dépenses sociales se traduira en fin d'année par un déficit de 3 milliards de francs. Mais il s'agit là d'un déficit en termes comptables, car en réalité, ce sont près de 10 milliards de francs qu'il faudra trouver pour mettre à l'aise la trésorerie de la sécurité sociale. Alors, comment faire? Pour résorber un déficit, il n'y a que 2 méthodes: freiner les dépenses, augmenter les recettes. Freiner les dépenses, vous le savez, est l'un des objectifs du gouvernement et le Premier ministre récemment l'a rappelé. Seulement, cela ne peut pas avoir d'effet immédiat. Il reste donc à augmenter les recettes. Et parmi les hypothèses qui circulent le plus actuellement, on retient celle d'une cotisation exceptionnelle qui pourrait prendre la forme d'une double cotisation sur un mois donné de l'année. Mais ces mesures ne s'arrêteraient pas là. De plus en plus, on souligne qu'il est aberrant d'avoir d'un côté des recettes payées par tout le monde et de l'autre des dépenses ordonnées par une profession libérale qui, par définition, n'est soumise à aucun contrôle. Il n'est donc pas exclu que dans le dispositif qui sera annoncé mercredi, certaines mesures contraignantes soient prises envers les médecins. Après-demain, le gouvernement prendra des mesures à caractère immédiat, mais le débat de fond sur la sécurité sociale sera mené au Parlement lors de la rentrée parlementaire. Il s'agira en somme d'un plan à étapes, une sorte de politique avec une série d'objectifs, mais dès mercredi, le gouvernement demandera à tous les Français un premier effort exceptionnel pour garantir le système français de protection sociale. Notre santé en général et le coût de notre santé
Deux préoccupations pour tous, mais pas seulement pour les Français, loin de là. La santé, où que ce soit, coûte très cher et les systèmes de remboursement des soins sont en situation instable, voire délicate, dans de nombreux pays, notamment chez nos partenaires européens. Comme je vous l'ai dit hier, nous allons consacrer une bonne place pendant toute cette semaine à ces thèmes de la santé. C'est notre souci. Demain donc la France, mercredi une édition spéciale avec la participation de M. Barrot, jeudi l'Allemagne fédérale, vendredi la Grande-Bretagne et nous commençons dès aujourd'hui par l'Italie où dans l'univers hospitalier, le malade se heurte constamment aux questions d'argent sous toutes leurs formes. Un reportage très intéressant de Victor Vram. Il y a trop de médecins en Italie, c'est l'inflation. On compte un médecin pour 380 habitants. En France, il y en a 2 fois moins, et cela ne veut pas dire que les malades français sont moins bien traités. Plus il y a de médecins, plus la qualité des soins baisse. N'importe qui fait n'importe quoi après avoir reçu son diplôme et son titre. Ce qu'on a constaté en Italie, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays, c'est la disparition progressive du médecin de famille. Le médecin se spécialise ou devient fonctionnaire dans un hôpital. Après avoir lu tout, ou presque tout, ce qui a été publié sur la médecine italienne, on se dit que c'est trop exagéré pour être vrai. Car enfin, on continue d'opérer, de sauver des malades. Les chirurgiens italiens aussi font des miracles. Ce qui est en cause, c'est tout un système, une certaine mentalité. Par exemple, le mythe du diplôme de médecin. Ce médecin est en train de se spécialiser en gynécologie. Il a son diplôme de médecin depuis 3 ans. Il travaille ici dans la division de gynécologie à titre purement bénévole pour apprendre, d'accord, mais enfin sans être rétribué d'aucune façon. Certo, se io volessi potrei andare a lavorare probabilmente in Calabria. Si je voulais, je pourrais aller travailler en Calabre. Perché probabilmente ritroverei un posto. On manque sûrement de médecins en Calabre. Alcuni paesini sperduti, magari. Dans certains villages perdus, oui. Mais pour moi, vous comprendrez que ce n'est pas une perspective très réjouissante. Unit 18, Phase 1. Help yourself. Chorus repetition. Help yourself. Help yourself. Help yourself, Paolo. Cette jeune femme n'a aucune compétence particulière pour enseigner l'anglais. Elle est diplômée de médecine. Disons que la langue de Shakespeare est financièrement moins ingrate que le travail obscur dans un hôpital. Chorus. Combien vous gagnez par mois? Très peu. 130 000 lire, 650 francs. Professeur, cela vous paraît juste de gagner si peu? Ça me paraît injuste. Le salaire devrait permettre au moins de se perfectionner. Et puis, disons-le franchement, 130 000 lire, c'est un pourboire. Après, je vais faire des concours pour trouver un emploi dans un hôpital. Ce sera difficile. Il faut être pistonné ou avoir des titres que je n'ai pas. L'Italie détient 2 records d'Europe, celui des médecins, mais aussi celui des malades. On y compte 162 hospitalisés pour 1000 habitants, une centaine en Hollande par exemple. Le dimanche après-midi, à l'hôpital de Tivoli, près de Rome, il y a davantage de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il s'agit peut-être d'un sens plus poussé qu'ailleurs de la famille. À moins que les parents et les amis comprennent parfaitement qu'un maigre salaire pour le travail effectué n'incite pas un médecin à se consacrer entièrement aux malades et à leur apporter le réconfort nécessaire. Il est 15 heures précises. On se précipite comme si on voulait féliciter un parent ou un ami d'avoir trouvé une place dans l'hôpital. Dans certains hôpitaux, il faut attendre 3 mois avant d'être opéré, si toutefois ce n'est pas trop tard.
malades sont traités convenablement, seulement il y a les détails pratiques. Nous n'avons pas de draps. Les malades doivent venir avec leurs draps. De temps en temps, des médicaments disparaissent des salles d'opération ou des salles de garde, comment vous dites. Mais pour être revendus? Non, parce que les maisons pharmaceutiques ne nous les fournissent plus parce qu'elles n'ont pas été payées. Le déficit des hôpitaux est immense parce qu'il a ressenti du déficit de la sécurité sociale. Nous avions 15 ou 30 mutuelles en Italie, je ne sais plus, qui n'ont pas payé les hôpitaux parce qu'à leur tour, enfin, c'était tout un circuit. Évitons de généraliser, ce qui est vrai dans le sud déshérité l'est certainement moins dans le nord plus favorisé. Mais enfin, la grande misère des hôpitaux existe. L'un des exemples le plus frappant est celui du Policlinico de Rome, un immense hôpital rattaché à l'université. Et d'abord, comment ne pas être inquiet dans un hôpital où le personnel passe son temps à inscrire des slogans vengeurs sur les murs. Un brancardier touche 1200 francs par mois, un infirmier 1700. Il n'y a aucune émulation en ce qui concerne la propreté des lieux. On m'a changé les draps une seule fois en 15 jours. On vit dans la pourriture ici. Moi, je suis un cardiaque. Ce qu'on nous donne à manger, ça fait plus de mal que de bien. On n'a pas de médicaments. On a trouvé des cafards et des vers dans la nourriture. On est 36 malades graves dans cette salle. C'est une honte. Si on n'apporte pas les draps nous-mêmes, de chez nous, regardez ça. C'est beau, c'est propre, ça brille, c'est privé. Dans le sud de l'Italie, il y a davantage de cliniques privées que d'hôpitaux de l'État. C'est tellement douillet et confortable, cela donne presque envie de tomber malade. À cela près qu'il faudra payer entre 500 et 1000 francs par jour, sans compter les analyses, les médicaments ou les interventions chirurgicales. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti. E con il tuo Spirito. Intorno a questo altare. Une messe célébrée dans un couloir d'hôpital. Les prières pour guérir sont certainement plus ferventes que celles qu'on a pu prononcer pour ne pas tomber malade. Les sœurs sont partout, aussi bien dans les cliniques privées que dans les hôpitaux de l'État. Au moins, elles ne sont pas aigries par la minceur des salaires et les tâches pénibles. Trop de médecins plus ou moins qualifiés, trop d'étudiants futurs chômeurs, trop de malades aussi, mais faudra-t-il également imposer une sélection dans les hôpitaux? Pas assez de personnel hospitalier, des salaires qui n'incitent pas au sacrifice, des cliniques privées hors de prix. Ce tableau de la médecine italienne n'est pas réconfortant, mais il devrait inciter les gouvernants à de sérieuses réformes. La médecine donne une image fidèle d'un pays, de l'Italie, avec sa ferveur, sa vitalité et ses formidables improvisations. Je vous l'ai dit, nous reviendrons sur ces thèmes de la santé en Europe tous les jours de cette semaine. Selon l'Électricité de France, le prochain hiver pourrait être un peu plus difficile encore que les précédents. Or, la direction de l'EDF veut à tout prix éviter que ne se produise sur l'ensemble du pays la formidable panne de courant du 19 décembre 1978. On songerait donc, mais je parle encore au conditionnel, à des délestages préventifs. C'est une formule élégante pour dire des coupures de courant à durée limitée sur telle ou telle partie du réseau, en indiquant d'avance aux usagers quelle partie, mais sans toucher en rien aux organismes ou aux installations prioritaires comme les hôpitaux, le métro ou, naturellement, les chemins de fer.
L'aménagement des Halles de Paris, c'est un dossier ouvert voici déjà 25 ans et qui s'achemine enfin vers une conclusion. M. Chirac, maire de Paris, était aujourd'hui l'invité de notre journal d'Antenne de Midi. Il n'y a tenu aucun propos purement politique, mais il en a profité pour formuler sur l'aménagement des Halles un jugement en forme de point final. Dans l'état actuel des choses, je continuerai la réalisation de ce projet de façon à ce qu'il soit terminé en 1983, nanti de toutes les approbations qui étaient nécessaires, et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Ceci étant, si certains veulent exercer leur imagination en faisant un projet, je le regarderai avec naturellement beaucoup d'intérêt. Et si d'aventure j'y trouvais une idée qui soit meilleure que celle que nous avons eue, non pas sur le schéma d'urbanisme ou le plan d'aménagement, ceci est une affaire réglée, mais sur l'architecture qui l'entoure, alors naturellement je ne demanderai pas mieux que de m'en inspirer. Mardi prochain à Bruxelles, la France va proposer officiellement en Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de la Communauté européenne, une modification de l'Euratom, c'est-à-dire la Communauté européenne de l'énergie atomique. Paris estime aujourd'hui que ce traité de l'Euratom, qui date de près de 25 ans, n'est plus adapté aux circonstances actuelles. Schématiquement, la France voudrait renforcer davantage la sécurité de l'approvisionnement des pays de la Communauté européenne en matière nucléaire. M. Jean-François Poncet, ministre français des Affaires étrangères, est arrivé aujourd'hui en Allemagne de l'Est pour une visite de 36 heures. C'est la première visite rendue aux dirigeants de la République démocratique allemande par un ministre des Affaires étrangères de l'une des trois puissances occidentales, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni et France, qui ont signé avec l'URSS l'accord quadripartite de 71 sur Berlin. Les entretiens entre M. François Poncet et les personnalités est-allemandes sont annoncés comme importants. De Berlin-Est, notre envoyé spécial, Maurice Werther. 11 heures ce matin, aérodrome de Schönefeld, Berlin-Est. Cérémonie et discrétion. L'accueil est mieux que courtois, affable, mais sans pompe. Un minimum de drapeaux, un minimum de cérémonial. Le fait est qu'on est ravi en République démocratique allemande que le ministre français des Affaires étrangères vienne enfin en visite officielle après que son collègue est-allemand, M. Fischer, est venu à Paris en octobre 1978. Mieux, M. François Poncet est le premier à venir ici parmi les ministres des Affaires étrangères des trois pays qui ont des responsabilités particulières à Berlin. D'où le sourire de M. Fischer. C'est que le statut, la situation, on a envie de dire le standing politique de l'Allemagne de l'Est n'est pas simple. Il n'y a pas tellement longtemps que la France a reconnu officiellement la DDR. Mais la France, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, ne reconnaît pas que Berlin-Est est la capitale de l'Allemagne de l'Est, car juridiquement, il n'y a qu'un seul Berlin qui ne saurait être capitale de l'une des deux Allemagnes. Mais là, on touche presque au domaine de la politique fiction. Et heureusement, aujourd'hui, entre M. François Poncet et Fischer, il est question de toute autre chose. Pour les dirigeants de l'Allemagne de l'Est, la venue de M. François Poncet ajoute à la respectabilité internationale de leur pays. Du côté français, la démarche est dans le droit fil de la politique extérieure de ce contact répété et persévérant avec les pays socialistes. Sans compter quelques relations commerciales qui ne sont pas dénuées d'intérêt, si l'on songe que la République démocratique allemande est un gros client pour les biens d'équipement fabriqués en France. Au cours du repas offert en son honneur, M. François Poncet a eu l'occasion de dire ceci. Berlin étant au cœur de la détente, la France a déploré récemment et déplorerait toute tentative de modification unilatérale de la situation à Berlin. La vie en Allemagne de l'Est n'est pas bien connue en général dans les pays occidentaux et elle mérite de l'être davantage parce que, par exemple, avec seulement 17 à 18 millions d'habitants, c'est devenu la 10e puissance industrielle du monde. Après nous avoir montré hier un couple est-allemand aisé en vacances, Maurice Werther ce soir nous présente la ville de Berlin-Est elle-même. Berlin, Berlin-Est, capitale proclamée de la République démocratique allemande. Tout le monde a entendu parler d'Alexanderplatz, cœur de Berlin. Totalement reconstruite, c'est devenu un vaste espace réservé aux piétons. Berlin restauré, des perspectives colossales, des avenues 3 fois larges comme les Champs-Élysées. Le centre, détruit à 60% pendant la guerre, est rebâti à neuf. L'effort général de reconstruction est considérable, y compris dans les quartiers périphériques, selon des normes sans fantaisie, mais avec des équipements collectifs très développés, dont les enfants ont la meilleure part.
Berlin, c'est aussi la nostalgie d'un passé glorieux, celui du rayonnement des années 1920, incarné par le plus célèbre des Berlinois, Knorke, avec son orgue de barbarie. Avec lui commence le faire-semblant, la fiction, l'irréalité berlinoise. Si les dirigeants est-allemands répètent en toute occasion que Berlin est leur capitale, c'est parce que les Occidentaux le contestent, pour des raisons juridiques subtiles et des motifs politiques réels. Une capitale ne saurait être divisée, alors on fait semblant qu'il n'y a pas de mur de Berlin. On le voit difficilement, ce mur, une ligne en zigzag au pied d'immeubles jaunes. Ou encore, vue du haut de la tour de la télévision, une ligne blanche qui barre l'horizon. Cela dit, il ne faut surtout pas en exagérer l'importance. Ainsi, Berlin-Ouest, on le voit tranquillement de Berlin-Est à la porte de Brandebourg. Et la frontière est beaucoup moins dramatisée ici qu'à Berlin-Ouest. On ne peut réellement la nier, mais on s'en accommode. Ce n'est sûrement pas une obsession pour les Berlinois de l'Est, ni une composante de leur vie de tous les jours. Oui, je suis berlinoise. Hein? Qu'est-ce que signifie Berlin pour vous? Oh, j'aime Berlin. Je me sens bien ici. J'ai un bon revenu. Mais ma famille vit ici à Berlin. Et c'est une ville de la culture. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a l'université, etc. Vous êtes heureuse à Berlin? Oui, je suis heureuse, tout à fait. Berlin-Est? Oui, à Berlin-Est, oui. C'est bon ici. J'aimerais mieux que Berlin ne soit pas divisé, mais il faut faire avec. Die hat Zähne und die hat im Gesicht. Und der Mickey hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Und der Haifisch, der hat Zähne. La prospérité économique aidant, on ne sent guère de sentiment de révolte ici, chez les jeunes, encore moins qu'ailleurs. Le ministre américain de la Défense, M. Brown, a pratiquement exclu que les États-Unis puissent intervenir militairement pour protéger leurs intérêts pétroliers dans le Golfe Persique sans un accord préalable avec les peuples de la région. M. Brown a néanmoins affirmé que les États-Unis resteraient prêts à utiliser la force pour défendre leurs intérêts vitaux. Aux États-Unis même, et selon un sondage Gallup publié par notre confrère Newsweek, 54% des personnes interrogées estiment que le récent remaniement ministériel du président Carter restera sans effet ou même qu'il fera empirer les choses. Et 32% seulement des personnes interrogées approuvent la façon dont le président Carter exerce ses fonctions. En Iran, parmi de nouvelles mesures qu'il entend prendre, l'ayatollah Khomeini veut supprimer tous les programmes musicaux à la radio et à la télévision, car selon lui, la musique est l'opium du peuple. Cela dit, et dans un tout autre domaine, les forces armées iraniennes continuent de lutter contre les menées autonomistes au Kourdistan, près de la frontière turque, et en Kazakhstan, une région peuplée à 50% d'Arabes. Un exploit français en sport et qui m'a frappé au cours de ce week-end, un jeune Parisien, Thierry Vigneron, a battu le record du monde junior du saut à la perche avec 5,52 m. C'est un exploit, disais-je, car à 19 ans, ce garçon est le premier junior au monde à dépasser les 5,50 m. Ici, il va franchir 5,51 m, c'est-à-dire 6 cm de mieux, et vous voyez dans quel style, que son précédent record, puis il passera les 5,52. Les perchistes français comptent donc une étoile de plus. Voilà, c'est fait, avec Abada, Ouvion et Bello. Voici donc Vigneron. Attendons les Jeux Olympiques, mais là, le record du monde senior est à 5,71 m. Après 5 étapes du Tour de France à la voile, à l'arrivée à Saint-Malo, le voilier Brest est en tête avec 21 minutes d'avance sur Dunkerque et 43 minutes sur Marseille. Avant le départ, dans quelques minutes, des voiliers du Tour de France pour une étape de nuit qui les mènera jusqu'à Roscoff. Cette fois-ci, voici la suite du carnet de bord d'Henri Gallet sur le bateau aux couleurs d'Antenne 2. Le Rat Blanchard, les îles anglo-normandes, c'était entre autres le programme de la 5e étape du Tour de France à la voile, départ donné dans la Grande Rade de Cherbourg. Et tout de suite, un voilier qui se détache, La Rochelle.
Au cap de la Hague, les 25 first round de la course vont raser les rochers pour profiter au mieux des courants. Le raz Blanchard, qui marque le passage entre la pointe du Cotentin et l'île anglo-normande d'Origny, est presque toujours un endroit où la mer est agitée. C'est d'ailleurs ici, et non dans le Raz-Cinq comme on pourrait le penser, que les courants sont les plus forts, jusqu'à 10 nœuds, 18 km/h. La nuit s'est bien passée? Ouais, la nuit s'est assez bien passée. Dommage que le vent soit tombé, parce que sinon on aurait beaucoup mieux marché. Oui, j'ai vu ça. Tu avais visé directement sur la bouée noire, là, devant Jersey? Ouais, là j'ai envoyé le speed dès que possible, mais la mer était très hachée. Je dois dire qu'à un certain moment on avait beaucoup de peine à vraiment le faire tirer. J'ai hésité longtemps à renvoyer le génois après. Ouais, c'est-à-dire que t'avais plus de mer que de vent, quoi. C'est l'impression que ça me donnait, moi, cette nuit. Oui, c'est exactement ça. À certains moments, malgré le fait qu'on avait à 5 à 10 nœuds de vent apparent, le spi se dégonflait, il prenait vraiment des coups dans tous les sens qui l'empêchaient de tirer, quoi. Les 25 voiliers ont tous passé de nuit, mais sans trop de problèmes, ce passage délicat de la course, si ce n'est le bateau Marseille, qui a perdu 30 minutes pour se dégager d'un casier de pêcheurs. Le skipper, François Pailloux, s'est même vu obligé de plonger pour dégager les lisses prises dans un cordage. Dans la matinée, les 25 voiliers du Tour, escortés par la vedette des douanes et le 3-mâts Bel Espoir, arrivaient en vue de la côte bretonne près du Cap Fréhel. La Bretagne et le régional de l'étape en tête, Brest. Les 5 Brestois l'emportaient devant Dunkerque à 7 minutes et La Rochelle 3e. À l'écluse de Saint-Malo, beaucoup de monde pour accueillir les bateaux. Le port Malouin est le premier port de plaisance breton. C'est aussi le plus encombré. Une rencontre, le Winston Churchill, navire-école de la marine anglaise. Si le Tour de France à la voile permet de naviguer à de nombreux jeunes, c'est aussi le cas de ce navire anglais. Ils sont 50 à bord, de 15 à 16 ans. Ce 3-mâts barque a été construit à la demande d'une association privée sous la présidence du duc d'Édimbourg. Cette semaine qui commence, c'est la grande semaine de la mode à Paris. 20 maisons de haute couture présentent 1500 modèles de robes au total à la presse internationale. Mais cette fois-ci, la mode se mêle à l'édition avec un livre à Védol que vient de publier un grand photographe de mode. France Roche a feuilleté à Védol entre 2 défilés et elle a découvert que la mode d'hiver 79 nous proposait un nouveau style rétro. Après le rétro des années 30 et celui des années 40, voici le rétro 47-67. Un grand photographe, Richard Avedon, publie 30 ans de ses images consacrées aux vedettes à la mode, aux vedettes de la mode et à la mode elle-même qui est la vedette de la rue et de l'histoire. On voit avec ses yeux Marlène, Marilyn ou Catherine, Bri-Bri à 25 ans ou Lise à 30, Bébé Bacal ou Coco Chanel, Joplin ou Baez. Notre temps aura plus tard le visage de ces créatures longues, mi-fées, mi-sorcières. Jeanne d'Arc a donné son nom à une coiffure, Marie Stuart à un col, Marie-Antoinette à un fichu. Plus tard, on ne verra pas ce deuxième demi-siècle sans penser à ces femmes un peu sphinx, un peu martiennes, qui commencèrent à poser hiératiques comme des idoles, puis acceptèrent la compagnie de quelques hommes tendres ou bondissants. Pour finir par s'élancer elle-même, capturée en plein vol au 500e de seconde. Avedon, dans son livre, nous apprend que demain c'est hier et que la mode d'aujourd'hui lance un regard en arrière. Ce Dior 47 à jupe corolle et à épaules carrées ressemble aujourd'hui au Scherer 79. Et cette basque de Balenciaga 48 a un certain air de famille avec ce Givenchy d'aujourd'hui. Ou le tailleur Schiaparelli 48 avec ce Laroche, dernier cru. La petite jupe serrée Schiaparelli 55 et la jumelle de Lungaro qu'on va porter en décembre. Quant à la cloche de Balenciaga 55, la voici remise au goût du jour. Le béret Dior 49 chez Torrente 30 ans après. Et la combinaison Ungaro 68 chez le même Torrente en 79. Le style djellaba oriental de 1953, voici que Rabanne le revoit et le corrige.
Et le tulle du Tutul en vin 58 est tout comme neuf sur Patou 79 et en dessous, mais oui, la mini-jupe. L'épaule asymétrique de Grèce 54 revit sur La Roche 79. Le pouf de Piguet 49 refleurit sur Dior. Et la corolle asymétrique de Fat 1950, la voici reprise par Cardin sur un pantalon serré. Changer, c'est tourner en rond, mais si on fait un joli rond, quelle importance? Nous parlerons de la mode tous les jours en Antenne 2 midi jusqu'à la fin de la présentation des collections. Le temps demain est bien assez nuageux et couvert du nord de la Loire au Jura et à l'Alsace avec quelques pluies, des éclaircies l'après-midi près des côtes de la Manche, les vents de nord-ouest modérés persisteront. Sur les régions méridionales, le temps demeurera ensoleillé, un vent du nord assez fort soufflera dans la vallée du Rhône et dans le Languedoc, les températures seront faibles pour la saison en toute région. Prochain journal vers 23h30 présenté par Bernard Pradino. Demain, ne manquez pas Antenne de midi présenté par Patrick Lecoq. Et si vous le voulez bien, nous nous retrouverons demain soir à 20h ici même. Bonsoir, merci.